Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3121 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 18 novembre avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Robert Sanchez, le gardien de Chelsea, fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end dernier et on commence tout d'abord avec ce gros match hier soir entre l'Italie et l'équipe de France et c'est la France qui s'est imposée 3-1 en Italie, c'était du côté de San Siro, le stade de l'AC Milan. Cette rencontre, donc bref 3-1, donc Rabiot doublé de la tête pour Adrien Rabiot et Vicario, le buteur contre son camp, le gardien de l'Italie contre un but de Cambiasso côté italien. Donc voilà, magnifique victoire de l'équipe de France. J'ai bien évidemment regardé le match et c'était vraiment une équipe de France déjà qui devait se racheter par rapport déjà au match aller où l'équipe de France avait perdu 3-1 contre l'Italie au Parc des Princes et aussi par rapport au match il y a quelques jours contre Israël où l'équipe de France avait montré très peu de choses. Donc là il a beaucoup fait tourner Deschamps, puis ça a été plutôt une belle performance de l'équipe de France. Voici les stats de la partie, donc la possession, bon, côté plus Italie, même les tirs, 10 tirs contre 6 pour l'équipe de France, mais les tirs cadrés sont pareils, 4 tirs cadrés pour les deux équipes, et l'équipe de France sur 4 tirs cadrés, ça fait 3 buts, voilà, quand tu mets tes occasions, ça fait la diff, si on revient sur le match d'Israël, il y a eu au moins une trentaine de tirs, et au moins 10 tirs cadrés pour 0 but marqué, voilà, quand tu fais 4 tirs cadrés, 3 buts, c'est que tu as été très efficace, et le plus important, bien sûr, c'est au-dessus, c'est le résultat final, et là, il est en faveur totale des Bleus, donc belle victoire, bien sûr, de l'équipe de France, une équipe de France revigorée et une équipe de France qui fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, La Renaissance. Donc 3 jours après le déprimant match nul 0-0 face à Israël, les Français ont enfin renoué avec l'efficacité. Comme j'ai dit, quand tu es efficace, tout ça, ça fait la diff. Donc Lucas Digne, double passeur et Adrien Rabiot, double buteur, permettent aux Bleus de finir en tête de leur groupe. Parce que s'il faut sortir 2 joueurs de ce match, c'est ces deux-là, Lucas Digne et Adrien Rabiot, qui ont délivré une performance exceptionnelle. Donc Rabiot, une note de 8 sur 10 qui fait un très bon match, et Lucas Digne, une note de 9 sur 10 qui fait un match exceptionnel. Le 10 sur 10 c'est parfait, donc là exceptionnel pour Lucas Digne, et c'est que les deux ont été très très bons. Donc c'est simple, Rabiot, comme j'ai dit, un doublé de but, et Lucas Digne, un doublé de passe D, et on voit, même si... pour moi, c'est lui qui a marqué le but sur coup franc, même si c'est le gardien qui a marqué contre son camp. Il est à l'origine, on va dire, quasiment des 3 buts, bien sûr, Lucas Digne. Et ce qui est fou, c'est que ces deux joueurs-là fêtaient leur 50e sélection. C'était la 50e fois qu'ils jouent en équipe de France, les deux. Et les deux ont réalisé une performance XXL. Donc, félicitations, bien sûr, aux défenseurs et au milieu de terrain. Et pour revenir, sur Lucas Digne, donc double passeur, mais... comme j'ai dit, ce coup franc, les gars, voilà, Lucas Digne pour sa 50e sélection, donc un coup franc merveilleux, une passe D. Bon, après, il a même délivré une deuxième. Mais voilà, son coup franc, les gars, donc va être accordé comme un contre son camp à Vicario parce que ça touche la barre transversale, le ballon ressort, puis en gros, ça touche le dos du gardien de l'Italie, et puis du coup le ballon va au fond des filets. Donc pas de premier but avec les Bleus pour Lucas Digne, mais bon, c'est comme s'il avait marqué parce que son coup franc est tout simplement sublime. Il y avait Christopher Nkunku aussi à côté, c'est plutôt pour un droitier qu'on est comme ça, et voilà, c'est lui qui l'a tiré du pied gauche, et magnifique, voilà. Rien à dire, il peut pas mieux la mettre tout simplement, Digne. Et sur son coup franc, il a dit c'est un geste que je travaille tous les jours à l'entraînement. Il a dit ça fait toujours plaisir de marquer. Les coups francs, c'est quelque chose que je travaille avec Christopher Nkunku. On a regardé comment se placer Vicario et j'ai frappé et il a marqué un sublime but, le joueur Lucas Digne. Et le dernier coup franc direct inscrit par l'équipe de France, ça datait, les gars, c'était en 2018, c'était le 27 mars 2018, c'était même avant la deuxième Coupe du Monde remportée. Il avait été tiré et transformé, ce coup franc par Paul Pogba, c'était plus de 6 ans, le dernier coup franc direct inscrit du côté de l'équipe de France. Et c'est vrai que Digne, il a fait un gros match, et même lors du dernier rassemblement, parce que les 3 derniers buts marqués par des joueurs français ont été servis sur un plateau par Lucas Digne, donc 2 passes D hier, et leur dernier but de l'équipe de France avait été lors de la trêve du mois d'octobre. C'était lui aussi qui avait délivré une passe D pour le dernier but des Bleus. Et obligé de se poser cette question ce soir, donc qui doit démarrer au poste de latéral gauche pour le prochain match des Bleus en mars prochain, parce que voilà, normalement de base c'est Théo Hernandez, mais là Hernandez est parti sur le banc pour ce match. Et voilà, tu as Lucas Digne qui l'a remplacé, il a très bien remplacé. On pense pas que. On n'en sait rien, mais est-ce que Théo Hernandez aurait fait aussi bien ou mieux que Lucas Digne en faisant 2 passes D hier soir? Pas sûr. Donc voilà, c'est vrai que les cartes vont être remises en jeu totalement par rapport au poste de latéral gauche. Tu as aussi Fernand Mendy qui peut rentrer aussi dans le débat par rapport à avoir une place au poste de défenseur gauche. Il y a une grosse concurrence sur ce couloir. Bref, on continue. On va parler maintenant de Rabiot, un doublé de la tête. Rabiot, là, déjà au bout de 2 minutes de jeu, un but sur une passe d'aide, Lucas Digne corner, et Rabiot qui marque. Et là, la même chose, c'était à la 65e minute de jeu.
Voilà, donc pareil, hein, même schéma, coup franc de Lucas Digne et but de la tête d'Adrien Rabiot. Et Rabiot, il a dit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça. En luttant tous ensemble, la combativité, l'esprit d'équipe, c'est à souligner. Il y avait une revanche à prendre par rapport au match aller où ça avait été une défaite. On se souvient, c'était en tout début septembre dernier au Parc des Princes. C'est ça le vrai visage de l'équipe de France. Voilà ce qu'il a pu dire Adrien Rabiot. On va parler aussi de Mac Mignon, parce que c'est bien de parler de Digne et de Rabiot qui ont été très bons. Mais Mac Mignon aussi a réalisé un gros match, hein, j'ai dit, 4 tirs cadrés pour l'Italie, un but marqué seulement. Oui, bon, il ne peut rien y faire sur le but pris, mais sinon il fait quand même 3 arrêts décisifs et surtout un en toute fin de match, hein, sur Moskin qui est à 6-7 mètres de Mac Mignon. Il envoie une grosse frappe et Mac Mignon la détourne, hein. Si l'Italie a marqué ce but, l'Italie aurait fini première du groupe, hein. Et Mac Mignon s'exprime sur sa performance face à l'Italie, et j'aime bien faire des arrêts quand c'est décisif, ça fait du bien à l'équipe et ça me fait du bien. On voulait obtenir notre revanche après notre défaite chez nous. Quand on joue en équipe, hein, quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses. Voilà ce qu'il a dit à la fin du match, Mike Maignan. On va parler d'autres joueurs qui ont plutôt déçu. Par exemple Marcus Thuram, hein, qui a joué dans un stade où il joue souvent, hein, vu que c'est son stade à domicile, le stade de l'Inter et de l'AC Milan bien sûr. Donc Thuram en équipe de France, c'est seulement 2 buts en 28 matchs et même maintenant 29 matchs. Parce que voilà, c'était avant le match d'hier. Donc maintenant on a un match de plus, pas de but marqué, seulement 2. Hein. C'est vrai que c'est très très léger quand même, hein. Il y a grosse différence entre Marcus Thuram à l'Inter qui marque match après match, et du côté de l'équipe de France, 2 buts en 29 matchs, c'est quand même une catastrophe, et 13 matchs même de suite, sans but ni passe D pour Marcus Thuram, plus de 660 plus les minutes qu'on peut rajouter du match d'hier, pour 27 tirs plus les tirs qu'il a fait hier. Donc voilà, c'est très compliqué pour Marcus Thuram, qui a un flop total actuellement du côté des Bleus. Didier Deschamps, à la fin du match, qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc il est conscient qu'il est la cible de nombreuses critiques, hein. Je suis réaliste, ça fait 12 ans qu'on a marre de voir ma tronche. Il a dit, hein, les critiques, personne ne pourra me faire perdre ma tranquillité, ma sérénité. Il a dit qu'il regarde très rarement les réseaux sociaux, même jamais les réseaux sociaux. Donc il entend un petit peu des infos, voilà, il y en a beaucoup qui aimeraient un autre entraîneur, mais il a dit qu'il passe outre ça tout simplement. Didier Deschamps, hein. Le chat est quelqu'un que je connais bien, surtout sa compagne apparemment. Donc la chatte, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il a beaucoup de chance, la chatte à Deschamps. Elle était là encore ce soir, donc ça va. Mais voilà, par rapport à ce match, hein, cette victoire, hein. Et Deschamps sur l'année 2024 des Bleus, parce que là c'était le dernier match de l'équipe de France sur cette année 2024. Il a dit bilan difficile. Voilà, c'est le journaliste qui a dit que c'était un bilan plutôt moyen. Il a dit on est quand même demi-finaliste de l'Euro en tenant compte des problèmes qu'on a eu. On était qualifié avant ce soir. On va chercher la première place ce soir. Si l'équipe de France doit gagner tous les matchs 3-0, alors voilà, c'est compliqué bien sûr, mais voilà, il dit que le bilan est plutôt bon. On parlera juste après bien sûr du bilan de l'équipe de France sur cette année. Et aussi le journaliste qui a posé une question sur Mbappé. À chaque façon interview de Deschamps, il y a toujours des questions sur Kylian. Donc il a dit si vous voulez parler de Kylian Mbappé, je vous le redis, hein, laissez-le tranquille. Je suis persuadé qu'il va retrouver l'ensemble de ses moyens. Ouais, il fera peut-être son retour en mars prochain. Mbappé dans un groupe de l'équipe de France, mais il était bien devant sa télé hier parce que sur son compte Instagram, il a mis une story. Allez les Bleus, en mentionnant l'équipe de France. Il a pu regarder bien sûr le match et voir une équipe de France gagner, même sans lui. On adore cette photo, tiens, de nos Bleus à la fin du match, hein, bien sûr, la photo dans le vestiaire après cette victoire 3-1. Donc beaucoup de joie, beaucoup de sourires, hein, sur les visages des Français. Il y a aussi la famille milanaise, hein, qui s'est réunie. Donc Théo Hernandez et Mike Maignan ont retrouvé Sandro Tonali et Daniel Maldini, tous deux passé par l'AC Milan. Il est parti à Monza et l'autre est parti Newcastle, hein, concernant Sandro Tonali. Donc les 4 se connaissent. Ils ont pu faire une photo à la fin du match. Côté italien, Donnarumma qui n'a pas commencé titulaire, pourtant il est annoncé dans le 11 de départ. Et en gros, pourquoi il n'a pas joué? Parce que le gardien de but souffrait d'un virus intestinal. Il avait mal au ventre. C'est pour ça qu'il a été forfait pour la rencontre. Donc Vicario a vécu un match très compliqué. Je dis 4 tirs cadrés, l'équipe de France 3 buts. Il a fait seulement un arrêt. Le gardien italien. Toujours sur ce match, on peut aussi dire, hein, que la Marseillaise a été sifflée à San Siro avant ce Italie-France. Hein, c'est que on a beaucoup entendu de sifflet quand c'était l'hymne de l'équipe de France. Voilà, normalement ça doit être respecté, hein, chaque hymne. Donc là, elle n'a pas été respectée. Donc ça, c'est un peu moyen quand même de la part de, pas de tout le public, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui ont applaudi, mais il y en a quelques-uns qu'au sifflet. Et lors de ce match, hein, il y avait un certain Zlatan Ibrahimovic qui était présent à San Siro, hein, pour assister à ce Italie-France. Et pour revenir, tiens, sur la France et surtout maintenant sur le bilan, vu que l'équipe de France ne jouera plus en 2024, prochain match, hein, ça sera en mars 2025, donc 16 matchs en tout depuis le premier match de cette année 2024 pour 8 victoires, donc la moitié, hein, 16 matchs, 8 victoires, donc la moitié, donc 5 nuls et 3 défaites, donc 22 buts marqués pour 12 buts encaissés, donc demi-finaliste de l'Euro, qualifié en quart de finale de la Ligue des Nations, confiant pour 2025.
on espère. Enfin, moi c'est pas parce que voilà, l'équipe de France a gagné hier que ça y est, voilà, Deschamps c'est l'entraîneur parfait. Je reste sur toujours qu'il faut changer de coach. Voilà, je reste sur ça. Voilà, Deschamps il se sort bien parce que là il y aura une défaite hier. Ça a été très compliqué pour lui, les gars, les prochaines semaines. Donc là, vraiment, c'est une bouffée d'oxygène, cette victoire. Et moi, je reste toujours dans mon idée qu'il faut ramener du renouveau en équipe de France, que l'équipe de France va droit dans le mur lors de la prochaine Coupe du Monde. Voilà, bon, pour l'instant, on pense que Deschamps restera, surtout avec la qualif et cette première place acquise hier. Hein. Et c'est vrai que l'année 2024 des Bleus a été beaucoup mouvementée. Donc déjà, élimination en demi-finale de l'Euro. Bon, il n'y a rien à dire, hein, l'Espagne a été totalement au-dessus. Donc la fin de Giroud et d'Antoine Griezmann en équipe de France. Ça aussi, c'était des gros moments, on peut dire, sur cette année. Les polémiques autour de Kylian Mbappé, là, lors des derniers rassemblements, on a l'impression qu'il ne veut plus venir jouer en équipe de France. Hein. Et sinon, une première place en groupe des Ligues des Nations. Ça, c'est une grande réussite. Donc voilà, il y a du bon et il y a du moins bon. Hein, sur cette année 2024. Et si on fait le bilan des meilleurs buteurs en 2024, c'est Randal Kolo Muani qui finit meilleur buteur en équipe de France. Donc sur 16 matchs joués, bon je ne sais pas s'il a joué les 16 matchs sur cette année, mais il a marqué 6 buts voilà, depuis le premier match qui devait être en mars le premier match des Bleus. Donc contre son camp, on sait qu'il en a marqué pas mal contre son camp, 3 buts en faveur de l'équipe de France, et Barcola et Mbappé et Rabiot, 2 buts inscrits sur cette année 2024 en équipe de France. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur le match hier, sur l'équipe de France. Donc voilà. On continue avec l'autre match dans la même poule que les Bleus. C'était un match entre Israël et Belgique et c'est Israël qui s'est imposé 1-0. Donc une trêve plutôt réussie pour eux parce qu'ils ont quand même fait nul contre la France et ils ont gagné contre la Belgique. Ils ont pris 4 points sur 6. Donc voilà, seulement, et côté belge, c'est une catastrophe. Hein, seulement 4 points pris pour la Belgique en 6 matchs. Ils se maintiennent, mais ils joueront un match de barrage pour voir s'ils resteront ou non en Ligue 1. Donc voilà, bon, j'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé la France, mais voilà, ça n'a pas été une grande Belgique. Bon, à l'image aussi de l'équipe de France qui n'a pas fait non plus un grand match contre Israël il y a quelques jours. Donc voilà, première victoire pour Israël en Ligue des Nations, la Belgique barragiste malgré la défaite. Ils passeront barrage pour voir s'ils seront maintenus ou non. Et Israël, eux, même en gagnant les gars, ils descendent en Ligue B, c'est officiel. Hein, Israël est relégué en Ligue des Nations, donc ils descendent en Ligue B. Voilà pour la prochaine édition. Et du coup, ce classement final de ce groupe, donc l'équipe de France du coup termine en tête devant l'Italie. 13 points pour les deux équipes, mais l'équipe de France a plus 1 en différence de but parce que lors du match aller, match retour, Italie-France, il y a eu 3-1 à chaque fois pour les équipes qui est à l'extérieur. Donc après, c'est par rapport au but, voilà, différence de but, et c'est l'équipe de France du coup qui termine devant l'Italie, ce qui veut dire que l'équipe de France en quart de finale affrontera un deuxième d'un autre groupe et que l'Italie affrontera un premier. Ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Espagne. Voilà, ça sera un gros morceau. Voilà, donc la Belgique et Israël à 4 points quand même pour les deux équipes. Et du coup, la Belgique jouera un match de barrage, comme je vous ai dit. On continue avec d'autres rencontres. Tiens, l'Angleterre dans la Ligue B. Et l'Angleterre obtient son ticket pour remonter en Liga. Ça y est, une victoire 5-0, c'était hier contre l'Irlande. Donc Harry Kane, bien sûr, buteur sur penalty. Gordon, Gallagher, Bowen et Harwood, plutôt Bellis. Je ne cache pas, je ne connais pas. Je ne sais même pas qui est ce joueur. Bref, 5-0, Manita pour l'Angleterre qui a totalement dominé le match. 22 tirs, 7 tirs cadrés et 5 buts ultra efficaces. Donc l'Irlande, seulement une frappe cadrée dans le match qui a été marquée en plus. Mais voilà, belle victoire bien sûr des Anglais. Le meilleur joueur du match, c'est lui. C'est Jude Bellingham qui a reçu le prix du Player of the Match, du meilleur joueur de la partie. Donc double passeur, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, on ne le voit pas là parmi les buteurs, mais double passeur D. Donc 2 passes D, un penalty aussi obtenu pour Harry Kane. 117 ballons touchés, c'est énorme. 83 passes réussies sur 93 tentées, 3 occasions créées, même 2 grosses occasions créées. Voilà, bon, bref, il a créé pas mal d'occasions, on va dire. Jude Bellingham, donc félicitations à lui. Harry Kane, buteur également, je dis sur penalty. Donc 21 matchs avec club, donc le Bayern et la sélection anglaise, il est déjà à 20 buts et 9 passes D. Les stats c'est quand même monstrueux, 29 fois décisif en 21 matchs. L'attaquant anglais. Concernant Anthony Gordon et Conor Gallagher, marquent leur premier but pour l'Angleterre, ces deux-là. Jamais ils avaient marqué un but, donc voilà, une première pour eux, pour ces deux joueurs. Et du coup, Lee Carsley, c'est fini, c'était son dernier match en tant que coach intérimaire, on va dire, du côté de l'Angleterre. Donc pas mal, donc en tout il aura dirigé 6 matchs depuis les 2 matchs en septembre, les 2 matchs en octobre et les 2 matchs en novembre depuis le départ de Gareth Southgate. C'était l'été dernier. Donc en tout il y a eu 5 victoires. Voilà, sur 6 matchs, pas mal. Il y a eu seulement une défaite, c'était contre la Grèce lors de la trêve du mois d'octobre. Donc 16 buts marqués, 3 buts encaissés. Donc il a fait du bon travail. Donc maintenant c'est Thomas Tuchel, le prochain coach. On sait c'est déjà officiel depuis un mois. Donc il prendra
ses fonctions dès le 1er janvier 2025. Donc il sera là pour le prochain match de l'Angleterre en mars 2025. Il y avait également la Norvège qui jouait et même résultat que l'Angleterre, 5-0 pour la Norvège contre le Kazakhstan. Donc un but de Sørloth, un but de Nusa et un but, et même pas un but, et même un triplé bien sûr d'Erling Haaland. 5 buts du côté de la Norvège chez Haaland joue, c'est que bien sûr il a été buteur, même 3 buts pour lui. Donc 24 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts marqués, ça a été un festival. Le Kazakhstan, ils ont quand même pas mal tiré, 8 fois mais 0 tir cadré. Il n'y a rien à dire. Victoire totalement logique de la Norvège. Et bien sûr, on va parler d'Erling Haaland parce qu'il vient de marquer encore quelques buts lors d'une rencontre. 3 buts pour lui. Et Erling Haaland, c'est n'importe quoi. Donc, c'est 39 matchs du côté de la Norvège et 38 buts et 4 passes. Il est déjà le meilleur buteur. Lors de la trêve du mois d'octobre, il avait été élu meilleur buteur en gros de la sélection. Et là, il confirme encore plus avec plus de buts marqués. Voilà, est-ce qu'il est possible d'atteindre la barre des 100 buts avec son pays? Certainement. Quand il a 20 ans ou 22 ans, il est déjà 38 buts, oui, on se dit qu'il y a des chances qu'il atteigne les 100 buts avec la Norvège, ce qui serait fou, surtout que la Norvège, par exemple, ils jouent des matchs en moins que d'autres équipes, comme par rapport à la France, tout ça, parce qu'il y a souvent, ils ne sont pas qualifiés, par exemple, pour l'Euro ou pour la Coupe du Monde, donc c'est les matchs qu'ils ne disputent pas. Voilà. Bon, il y a quand même des stats quand même incroyables, bien sûr. L'attaquant de Manchester City. Et Haaland se fait plaisir après son triplé parce qu'il a publié une photo sur ses réseaux sociaux où il est parti, j'en sais rien, au resto, se faire plaisir. Et la Norvège, du coup, avec cette victoire, monte en Ligue A. Ils seront en Ligue A. Ils pourront potentiellement affronter l'équipe de France lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations. Donc voilà, la Norvège et l'Angleterre promu en Ligue 1. Tous les autres résultats lors de la journée d'hier dimanche, donc par exemple la Finlande s'est inclinée 2-0 contre l'équipe grecque, du coup qui finit deuxième à la Grèce aussi, une très belle, ils ont été très performants lors de la Ligue des Nations. Autriche-Slovénie, ça s'est fini 1 partout. Lettonie s'est inclinée 2-1 contre l'Arménie et la Macédoine du Nord s'est imposée 1-0 contre les îles Féroé. Pour être complet sur tout ce qui s'est passé, c'était hier dimanche. On revient sur les matchs aussi de samedi, je n'en ai pas parlé hier, on va parler aujourd'hui. Donc samedi soir, il y avait un Allemagne contre la Bosnie. Et l'Allemagne s'est imposée. Bon là, c'est même plus Manita, c'est au-dessus de la Manita. C'est 7-0 pour les Allemands. Donc Musiala, bien sûr, a été buteur. Leroy Sané, Kai Havertz, ou même un doublé de Florian Wirtz. Donc voilà, festival de buts. 23 tirs, 13 tirs cadrés, 7 buts marqués. Donc fait une Mannschaft à rouleau, en mode rouleau compresseur. Et concernant Florian Wirtz, donc il a joué 1 heure. Il a commencé titulaire, il est sorti à la 60e. Et en 1 heure de jeu, il a délivré quand même une passe D et 2 buts pour le joueur du Bayer Leverkusen. Et il vient d'inscrire quand même ses 9e et 10e buts déjà de la saison, alors qu'il n'est pas attaquant, il est plutôt milieu, un peu milieu offensif, mais déjà 10 buts pour Florian Wirtz avec Leverkusen et la sélection allemande. Musiala aussi buteur, donc c'est lui qui a inscrit le premier but du match, 7-0, celui qui a inscrit le premier. Bref, c'est son 11e but de la saison. Voilà, donc avec l'Allemagne et avec bien sûr le Bayern. Donc 11 buts et 6 passes D en 17 matchs. Donc à 21 ans, le milieu de terrain confirme encore une fois son statut de crack et inscrit son 59e but quand même en carrière en 4 ans. Pas mal, 59 buts déjà pour Musiala depuis qu'il est footballeur professionnel. Et on peut avoir la belle image avec lui, c'est qu'il a offert en gros sa veste à un jeune qui est rentré avec lui sur le terrain parce qu'il avait froid. Donc voilà le beau geste de Musiala. On va parler aussi des Pays-Bas qui étaient dans le groupe de l'Allemagne, et les Pays-Bas se sont imposés 4-0 contre la Hongrie. Donc là aussi un festival de buts, un Koopmener, Dumfries, Gakpo et Wout Weghorst ont été les 4 buteurs côté néerlandais. Belle victoire, 22 tirs, 11 tirs cadrés et 4 buts marqués. Et du coup les Pays-Bas qui n'étaient pas encore qualifiés samedi, avec cette victoire samedi contre la Hongrie, voilà, obtiennent leur ticket. Donc ils finissent deuxième. L'Allemagne sûre de terminer première, il reste encore un match. Et les Pays-Bas sûrs de terminer à cette deuxième position. Et surtout, on va parler de Frenkie de Jong parce qu'après 14 mois d'absence, de Jong a fait son retour sur les terrains avec le maillot néerlandais. Déjà que le Barça, ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué. Bon, il a pu jouer avant la trêve, parce qu'il a été blessé, c'était en avril dernier. C'était lors d'un match contre le Real Madrid, qui s'était blessé avec un duel avec Fede Valverde. Mais avec les Pays-Bas, ça faisait 14 mois qu'il n'avait pas joué. Il a pu jouer, il a joué 68 minutes, Frenkie de Jong, où il a fait plutôt une belle performance. Et Wout Weghorst, un joueur qui a marqué un côté néerlandais, a reçu une vague d'insultes sur les réseaux sociaux pour avoir célébré son but quelques minutes après le malaise d'Adam Zaslai. Donc Koeman a pris sa défense en conférence de presse. Personne ne devrait se soucier de l'opinion des gens sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des imbéciles. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça a été le premier buteur, Wout Weghorst, à la 21e, parce qu'avant, en gros, le match a été interrompu. Donc voilà, le match Pays-Bas-Hongrie a été temporairement
arrêté, donc il a repris depuis. Donc un membre du staff hongrois s'est écroulé avant de subir un massage cardiaque. Donc il a été évacué sous une bâche par les secouristes. Il s'agit d'Adam Zaslai. Et voilà, donc il y a eu ça, donc c'est pour ça que le match a été interrompu. On a très peur pour lui. Donc depuis déjà, les nouvelles sont rassurantes. Il va bien, ça, déjà c'est la très bonne nouvelle. Mais quelques minutes après, donc Wout Weghorst, comme j'ai dit, il a marqué un but après ce malaise. Et il a reçu beaucoup d'insultes. Voilà, comment tu peux célébrer ton but alors que y a quelqu'un qui a fait un malaise, tout ça. Donc voilà en gros ce qu'a répondu Ronald Koeman par rapport à ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que bien sûr il va bien. Enfin celui qui est de Adam Zaslai, bien sûr qui est dans le staff du côté de la Hongrie. Bref, on continue avec les autres matchs samedi. Il y avait également la Suède qui jouait contre la Slovaquie et la Suède s'est imposée 2-1 et Gyökeres bien sûr buteur. Au bout de 3 minutes de jeu, il avait déjà marqué un but et Isaac aussi, l'autre buteur côté suédois, a été aussi chacun a marqué son but. Donc à noter que Skriniar a pris double jaune, carton rouge pour Skriniar, du coup qui revient à Paris. Il est suspendu pour le prochain match de la Slovaquie. Et Gyökeres, comme j'ai dit, donc avec son but au bout de 3 minutes de jeu, c'est déjà son 28e but depuis le début de saison avec la Suède et avec le Sporting. C'est fou comme les stats qu'il a. L'attaquant suédois. Bref, les autres résultats lors de la journée de samedi. La Géorgie a fait un partout contre l'Ukraine. L'Albanie a fait 0-0 contre la République tchèque. Belle victoire de l'Islande 2-0 Monténégro. La Turquie 0-0 contre le Pays de Galles. Ou par exemple, je sais pas, la Suède, on en a parlé. Ou l'Azerbaïdjan-Estonie, il y a eu 0-0. Du coup, tous les qualifiés, on connaît les 8 équipes qualifiées. Voilà pour la Nation League, donc le Portugal, la Croatie, la France, l'Italie, l'Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Danemark. Donc voilà, ça sera les quarts de finale, donc c'est simple. Voilà, 4 équipes, les 4 premiers recevront les deuxièmes en gros. Et du coup, l'équipe de France, vu qu'elle a terminé en tête, elle a terminé devant l'Italie, du coup, l'équipe de France affrontera en quart de finale soit les Pays-Bas, qui est sûr d'être deuxième, soit la Croatie ou Pologne, deuxième du groupe 1, ou soit le Danemark ou Serbie, deuxième du groupe 4. Voilà, donc le tirage au sort, ça sera vendredi, concernant bien sûr les affiches des quarts de finale. Aujourd'hui au programme, il y a bien sûr de la Nation League, donc des belles affiches, Croatie-Portugal ce soir à 20h45, donc le Portugal sûr déjà d'être qualifié, je crois, sûr de la première place. Donc la Croatie, il faut, je crois, un nul pour être sûr d'être, finir deuxième. Voilà, donc il ne faut pas faire perdre contre le Portugal. L'Espagne contre la Suisse, donc l'Espagne est sûre de terminer en tête. Donc Pologne, la Suisse reléguée en Ligue B. Pologne-Écosse, il y a aussi Serbie-Danemark, voilà au programme. Il y aura Luxembourg contre l'Irlande du Nord, le Kosovo contre la Lituanie, ou ce soir aussi un tout petit match, le Liechtenstein contre Saint-Marin. Donc là, je pense pas que beaucoup de monde vont regarder ce match, mais voilà, la revanche, Liechtenstein-Saint-Marin. Le Liechtenstein est dernier du groupe et a perdu le match aller. C'est une groupe à 3, donc il y a ces deux équipes-là et Gibraltar. C'est des tout petites nations, bref. Donc Saint-Marin a gagné un seul match officiel dans son histoire, le match aller contre le Liechtenstein. Donc voilà, le gagnant peut prétendre une place en Ligue C. Parce que voilà, il y aura un promu qui montera en Ligue C. Voilà. On souhaite bonne chance bien sûr aux deux équipes. Bref, on quitte l'Europe direction le continent africain. Il y avait aussi quelques rencontres ce week-end et hier, deux matchs. L'Algérie qui joue contre le Libéria et l'Algérie s'est imposé 5-1 festival. Donc 16 points sur 18 comme pour l'Algérie. Pas mal bien sûr, 5 matchs. Ils en ont gagné 4 et 1 nul. Donc Mendy, Mahrez, Bounedjah, Bouri et Amoura ont été les buteurs. Donc grosse victoire bien sûr. Non, c'était 5 victoires et 1 nul. Enfin, c'était la 6e. Donc là, c'était le dernier match en gros de l'Algérie qui est bien sûr qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera l'année prochaine au Maroc. Et concernant les buteurs, on a dit que Gouiri a été buteur à la 74e minute. Et sur les 6 matchs de qualification pour cette future CAN, il a marqué quand même 4 buts. L'attaquant Amine Gouiri, vraiment grosse performance avec l'Algérie. Et on va parler aussi d'Aïssa Mendy qui a été également buteur et est aussi devenu, donc hier, le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection algérienne et il a marqué aujourd'hui. C'était son 103e match quand même du côté de l'Algérie. C'est le joueur à disputer le plus de matchs, légende totale bien sûr. Et Aïssa Mendy en plus buteur, donc félicitations à lui. Et comme j'ai dit, donc l'Algérie sur cette année 2024, si on fait le bilan, il y a 14 matchs qui ont été joués, seulement 2 défaites. Donc voilà, c'était quand même une belle satisfaction. Donc voilà. L'Algérie a inscrit quand même 11 buts et a encaissé seulement 2 buts de leur match de qualification pour jouer la future CAN. Il y avait également le Togo contre la Guinée équatoriale et c'est le Togo qui s'est imposé 3-0 lors de cette rencontre. Donc la Guinée était déjà qualifiée. Voilà, donc il n'y a aucune conséquence par rapport à cette défaite. Voilà, belle victoire du Togo. Donc voilà les deux résultats qui ont eu lieu, qu'il y avait hier. Il y avait également 2 matchs, c'était samedi. Donc c'était la Guinée contre la République démocratique du Congo. Et la Guinée s'est imposée 1-0 grâce à bien sûr Guirassy à la 93e minute de jeu. Il a marqué l'unique but du match. Voilà, un match plutôt serré.
Beaucoup de tirs, 17 et 10, mais les tirs cadrés très peu. Seulement 3 tirs cadrés pour la Guinée, un but. La RDC, c'est 10 tirs, 0 tir cadré. Voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc belle victoire bien sûr de la Guinée. Guirassy, les gars, sur ses 3 derniers matchs avec la Guinée, il a marqué quand même 6 buts. Exceptionnel. C'est son 15e but de la saison et tout ça en seulement 16 matchs. Donc on le sait que c'est un magnifique bien sûr attaquant. Et depuis le début de la saison dernière, 56 matchs, 46 buts et 7 passes D. Il est exceptionnel bien sûr, l'attaquant guinéen. On va parler de la RDC qui s'est inclinée du coup 1-0. La RDC ils ont perdu 1-0 c'était avant-hier. Et du coup fin de la série de 8 victoires consécutives en qualification d'une CAN pour la RDC. Ils avaient gagné leurs 8 derniers matchs de qualif, une CAN. Et là du coup ils ont perdu ce week-end. Et sinon l'autre match c'était l'Éthiopie contre la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui s'est imposée 2-0. Le programme aujourd'hui, grosse journée. Je n'ai pas cité tous les matchs. Par exemple au pif, le Nigeria contre le Rwanda. Le Gabon se déplace du côté de Centrafrique. Le Maroc contre le Lesotho ou la Tunisie contre la Gambie. Voilà tous les matchs du jour aujourd'hui. Et concernant le Maroc, donc pour l'instant le Maroc est la seule nation à avoir remporté tous ses matchs de qualification. Donc aujourd'hui ils jouent contre les Lesotho, donc peut-être ils feront 6 sur 6. Il n'y a aucune autre équipe pour l'instant qui a gagné tous ses matchs. Peut-être le Maroc pour être la seule équipe à le faire là sur ses qualifications. De toute façon ils sont déjà qualifiés vu que c'est eux le pays organisateur. Et concernant un joueur qui est très bon actuellement du côté du Maroc, c'est Brahim Diaz. Donc il a marqué ou fait une passe D lors de chacun de ses 5 derniers matchs avec le Maroc. Voilà, Gabon, Lesotho, Gabon, Congo, Zambie. À chaque fois, soit il a marqué, soit il a fait une passe D. Par exemple, lors du dernier match contre le Gabon, il a même marqué un doublé. Le joueur du Real Madrid. Concernant le Sénégal qui joueront demain, il y a encore des matchs demain du continent africain. Et le Sénégal est sur une série quand même de 17 matchs d'affilée sans défaite aussi. Ça va très très bien. On va parler aussi des Comores qualifiés à la CAN 2025. Premier des qualifications de la Coupe du Monde pour l'instant de leur poule. Voilà, Coupe du Monde 2026, une défaite sur leurs 14 derniers matchs. Mettons du respect aussi sur les Comores. Regardez, je ne vais pas citer tous les résultats, mais aussi actuellement, bien sûr, ça tourne très bien. On va parler d'une équipe, qui ne tourne pas du tout, c'est le Ghana. 6 victoires sur ses 25 derniers matchs. Pour une équipe comme le Ghana, 6 victoires sur les 25 derniers matchs, c'est une stat catastrophique pour eux. Donc éliminé, bien sûr, en poule. La CAN, ils ne joueront pas la Coupe d'Afrique des Nations, c'est sûr. Fin de série aussi d'invincibilité à domicile. Ils n'avaient plus perdu à domicile depuis 2008 et lors de la dernière trêve, ils avaient perdu un match à domicile. Alors que ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient pas perdu le moindre match à domicile. Et 70e équipe mondiale au classement, ça ils ont perdu beaucoup de place. Donc c'est qu'actuellement ils sont en crise. La sélection ghanéenne. Le divertissement, donc Victor Boniface qui fait des virements depuis le bus aux supporters nigérians présents à l'entraînement. Donc il y a un supporter qui lui montre en gros son RIB sur son téléphone. Et Victor Boniface, en gros, il regarde et il prend son numéro pour lui faire un virement. Voilà, donc pour lui donner un peu d'argent. Voilà ce qu'il y avait à dire sur tout ce qu'il y a à dire sur les infos, bien sûr, sur le continent africain. On revient nous en Europe, on va parler d'un club. Voilà, il y avait un gros match ce week-end, c'était samedi soir, le Real Madrid contre le Barça, mais féminin, c'était le Classico. Et 4-0 pour le FC Barcelone. Même résultat qu'il y a eu le 26 octobre dernier, où ça avait été cette fois-ci avec les hommes. Donc c'est que le Barça a fait très mal actuellement, on peut dire, à l'équipe du Real Madrid. On va parler aussi toujours du foot féminin. Il y avait également un gros match, un match spécial, le derby entre Lyon et Saint-Etienne, et l'équipe féminine de Lyon en D1 Arkema s'est imposée 11-0 face à Saint-Etienne. Une énorme différence de niveau. Voilà, bien sûr, Lyon est première du championnat, donc la Saint-Etienne est 7e avec 12 points dans cette première division. Et tiens, en parlant de Lyon, cette fois-ci on revient mais sur l'équipe masculine. Et vous savez que Lyon, on en a parlé, c'était samedi où j'ai dit que Lyon rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire, c'est-à-dire qu'il va falloir récupérer de l'argent, sinon Lyon pourrait descendre en Ligue 2. Et l'Olympique Lyonnais, donc il y a une conférence de presse de John Textor. Donc Lyon a préféré bloquer la diffusion en direct des commentaires. Voilà, en gros, il est en conférence de presse, mais normalement, lors des conférences de presse, tu peux lire les commentaires, bien sûr, de ce que disent les supporters lyonnais. Donc là, ils ont préféré bloquer ça, l'Olympique Lyonnais, pour éviter, bien sûr, qu'ils reçoivent plein d'insultes. John Textor, et Textor, lors de cette conférence de presse qu'il a pu faire, donc assure que Lyon ne sera pas relégué. Il a dit, nos actionnaires ont des fonds, personne ne permettra au club d'être relégué, nous sommes très optimistes. Donc en gros, pour lui, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune chance de nous voir échouer à tous les niveaux. Il dit qu'il est très optimiste, on espère, parce que ce serait bien sûr une catastrophe pour Lyon de descendre en Ligue 2. John Textor tient sur l'avenir de Ryan Cherki à Lyon. Il a dit, Cherki, il a une plus grande valeur aujourd'hui que cet été. Il devrait rester en janvier, mais ça sera son choix, comme toujours dans le football. S'il demande à partir, il partira, sinon il restera au moins jusqu'à l'été prochain. On a 29 joueurs en équipe première, idéalement il faudrait avoir 23 ou 24 joueurs. Il y a 6 joueurs de trop, on a trop de joueurs, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de ventes. En plus, Lyon doit vendre des joueurs pour récupérer de l'argent
par rapport, vous savez, à la DNCG. Donc voilà, même dit qu'il y a 29 joueurs sous contrat, il en faut 24 ou même voire 23. Il y aura au moins 5 voire 6 départs lors du prochain mercato hivernal. Et tiens, les joueurs bancables, les joueurs qui coûtent de l'argent du côté de Lyon, Ryan Cherki coûtera actuellement 25 millions d'euros. C'est un joueur qui peut partir en janvier. C'est un club, enfin, si lui dit je veux partir, il partira. Malik Fofana aussi, un joueur belge, il coûterait 20 millions. Georges Mikotadze, qui est arrivé seulement il y a 6 mois, il peut potentiellement déjà partir. 20 millions. Un Noéma coûte 18, Cacré ça coûte 18. Gif Torban aussi, un joueur qui pourrait partir 15 millions. Voilà, un départ aussi de Lopez pour aussi soulager la masse salariale du club. Lopez est le gardien qui ne goal plus vu que c'est Perry maintenant le gardien titulaire. Donc voilà, il y aura beaucoup de mouvements, surtout dans le sens des départs, parce que dans le sens des arrivées, n'oubliez pas que Lyon n'a pas le droit de recruter lors du mercato hivernal. Et concernant, tiens, pour revenir sur Cherki, c'est Liverpool qui cible Cherki. Le joueur de Lyon est considéré comme étant un remplaçant potentiel à Mohamed Salah qui pourrait lui quitter, on sait, l'équipe des Reds vu qu'il arrive en fin de contrat, en fin de saison. On va parler de l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille, et la statue à l'effigie de Bernard Tapie sur le parvis du Vélodrome est prêt. N'attend plus que des travaux de renforcement et d'aménagement du parvis pour être installé l'année prochaine en 2025. 3000 donateurs se sont mobilisés, dont l'OM heureux de s'associer à cette belle initiative parce que Bernard Tapie qui est décédé depuis, je ne sais plus exactement, ça fait 2 ou 3 ans. Et voilà, légende bien sûr du côté de Marseille, c'était lui le président de Marseille quand Marseille a gagné la Ligue des Champions en 93. Et il va y avoir cette statue-là, une statue de Tapie avec des joueurs qui sont en train de le soulever. Ça sera devant le stade Vélodrome, ça sera mis l'année prochaine en 2025. La direction, toujours avec l'OM, la direction de Marseille souhaite aussi nommer Mehdi Benatia au poste de directeur sportif. L'ancien international marocain devra accompagner Pablo Longoria sur 3 années. Longoria qui est le président, mais il devrait lui devenir directeur sportif. Actuellement, il a un rôle de conseiller, en gros, il n'est pas directeur sportif. Il est conseiller sportif, on va dire, du côté de Marseille, mais là, il pourrait devenir directeur sportif de l'OM, Mehdi Benatia. Et toujours, tiens, du côté de Marseille, il y a un joueur qui est mis de côté depuis pas mal de temps. Je trouve ça dommage qu'il est très bon. C'est Chancel Mbamba et il veut quitter l'OM cet hiver après la défaite de sa sélection, j'ai dit 1-0 contre la Guinée là, ce week-end. Le journaliste lui a dit qu'est-ce que vous allez faire, vous jouez plus en club, tout ça, voilà, c'est quoi votre solution? Il a dit j'espère partir de l'OM en janvier. Il le dit, on comprend, il joue pas, lui bien sûr il a envie d'avoir du temps de jeu, il a dit quand Dieu le veut, mais quand Dieu ne décide pas, ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts, donc voilà en gros ce qu'il a dit. Nous ce qu'on retient c'est qu'il espère quitter bien sûr Marseille et voilà, parce qu'on pense qu'il aura sa place dans beaucoup de clubs, on le sait tous. On va parler de Ruud van Nistelrooy, aurait été dévasté par son départ de Manchester United, mais pas qu'il avait pris l'intérim depuis le départ d'Erik ten Hag, mais n'a pas été conservé. Ruben Amorim ne le veut pas. Ruben Amorim arrivé avec son staff, il a dit qu'il ne voulait pas de Van Nistelrooy, donc lui dégoûté, parce que lui aurait voulu rester encore à Manchester et être dans le staff de Ruben Amorim. Donc la légende des Red Devils voulait rester en tant qu'assistant, mais Ruben Amorim a décidé de ne pas l'intégrer dans son staff. Et peut-être bonne nouvelle pour lui, parce qu'il pourrait peut-être rebondir à Coventry City. Après ses bons résultats à Manchester United, Coventry c'est pas Manchester United, mais bon, ce sera un premier bon test pour lui. Voilà, sa carrière d'entraîneur pour enfin débuter pour Van Nistelrooy après le bon mois qu'il a pu faire du côté de Manchester United. Et concernant Ruben Amorim qui ne veut pas de Van Nistelrooy, mais lui il explique maintenant la manière dont Manchester United va jouer, parce que là, tiens, le match, le week-end qui arrive, Manchester joue un match contre Ipswich et ça sera sa première sur le banc de Manchester. Et il a dit, le plus important pour moi c'est l'identité. Donc dès le premier jour, nous commencerons par développer notre identité dès le premier match. J'ai accepté Manchester United en raison de l'histoire du club. C'est le moteur de la première ligue et du football, on le sait. Donc voilà, en gros, il ne fera pas jouer Manchester United comme il faisait jouer l'équipe du Sporting. Et Amorim, il veut un joueur. Il veut ce joueur, les gars. Amorim a demandé le recrutement express de Victor Osimhen. Les négociations pourraient inclure un échange avec Zirkzee. Zirkzee, l'attaquant de Manchester qui ne joue pas. Voilà, Zirkzee peut-être au Galatasaray. Et du coup, Osimhen, pourrait venir à Manchester United. Voilà, ça pourrait potentiellement se faire dès janvier prochain, mais pas que le joueur n'appartient pas au Galatasaray, il appartient à l'équipe de Naples. Concernant Victor Gyökeres aussi, on se dit un joueur qui ne va pas rester longtemps encore dans son club. Gyökeres lui veut rester au Sporting jusqu'à la fin de la saison, il ne veut pas être transféré là en janvier. Il veut finir la saison bien sûr au Sporting et après, là l'été prochain bien sûr il y a des chances qu'il parte. On va parler de l'Ajax, parce qu'on a pris ce week-end officiel, l'Ajax annonce revenir à son ancien logo à partir de juillet 2025. Voilà, donc là le logo actuel c'est celui de gauche là,
Et le nouveau, voilà, ça sera ce logo à droite. Ils auront ce logo maintenant, l'équipe de l'Ajax. C'est le logo qu'ils avaient il y a beaucoup d'années. Voilà, c'est officiel. On va parler du côté du Real Madrid et Pérez veut désormais plus de joueurs espagnols dans l'effectif du Real Madrid. Voilà, c'est une décision quand même très importante parce que il juge en gros qu'il n'y a pas assez d'Espagnols et surtout il veut retrouver des joueurs espagnols en sélection. N'oubliez pas que lors de la trêve de l'Espagne, 0 joueur du Real Madrid appelé. Normalement tu as toujours Carvajal, tout ça. Bon, Carvajal est blessé. Vasquez, maintenant c'est trop limité pour jouer avec l'Espagne. Tu as Ceballos, c'est trop limité. Avant tu avais du Sergio Ramos, tu avais plein de joueurs bien sûr qui allaient bien sûr du côté de la sélection espagnole. Maintenant tu avais Casillas, tout ça. Maintenant tu n'as plus grand monde. C'est pour ça qu'il veut se focus maintenant sur des joueurs espagnols. Florentino Pérez et Gérard Piqué, ancien footballeur, ancien joueur du Barça sur Pérez, il a dit il est très puissant, il a ses batailles, ses rivaux et son projet Super League est toujours en marche, bien sûr, c'est quelqu'un de très influencé. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et toujours du côté du Real, en Liga, le Real Madrid est le club qui a utilisé le moins souvent ses remplaçants. Ancelotti fait le moins tourner son équipe. La preuve, parmi toutes les équipes, c'est là où il y a le moins de changements. On va parler de Neymar. Tu as des nouvelles de Neymar. Et on a appris aussi, ce week-end, que Neymar est tombé d'accord avec Santos pour un retour en 2025. Le Brésilien devrait prochainement résilier son contrat avec l'équipe de Al Hilal, ce qui devrait être fait normalement, d'après ce qui s'est dit, en janvier. Et du coup, il s'engagerait libre du côté de Santos, son club. On l'a découvert au monde entier, c'est quand il joue à Santos avant de rejoindre bien sûr le FC Barcelone. Et Pini Zahavi, donc l'agent Neymar, prend la parole sur l'avenir du joueur par rapport à toutes ces rumeurs. Il a dit qu'il n'y a pas de négociation en cours pour que Neymar quitte Al Hilal. Il est sous contrat et très heureux là-bas. Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs récentes. Voilà ce qu'il a pu dire Pini Zahavi. Les seules personnes au courant de son futur sont son père et moi. C'est son agent qui a dit ça. Mais voilà, il y a quand même de fortes rumeurs. Peut-être qu'il peut dire ça, bien sûr, voilà, pour laisser le doute de côté, mais ce ne serait pas non plus une surprise de revoir Neymar bien sûr repartir du côté de Santos à 1 an de la Coupe du Monde, qui souhaite jouer bien sûr avec le Brésil. On continue, on va parler de Nico Williams, c'est la priorité du Barça pour l'été prochain. On savait déjà que c'était la priorité du Barça l'été dernier, bon ça s'est pas fait, il y a plutôt Daniel Mo qui est venu, et bon, le Barça reviendra à la charge concernant Nico Williams dès l'été 2025. Cristiano Ronaldo annonce que la fin de sa carrière approche. Ma retraite, ça arrivera dans 1 ou 2 ans. Je pense, quand il dit 2 ans, voilà, ça sera après la Coupe du Monde. Moi, je le vois aller jusqu'à la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, et après il arrêtera certainement. Mais je suis toujours motivé quand je viens à l'entraînement. Je veux aussi atteindre la barre des 1000 buts, mais je n'y pense pas constamment. Voilà. Après, c'est vrai qu'on se dit qu'avec Ronaldo, imagine s'il pousse encore 4 ans après la Coupe du Monde. Après, n'oubliez pas qu'elle sera en Espagne, au Maroc et au Portugal. Imagine, il pourrait jouer une Coupe du Monde, des matchs chez lui à domicile, ce serait incroyable. Et bon, on ne pense pas qu'il ira jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Ronaldo, les gars, il aura combien 46. Voilà, ce ne sera peut-être pas possible. Mais voilà, on pense qu'il a encore 1 ou 2 ans, c'est ce qu'il dit. Après, il prendra sa retraite, un CR7. Et par rapport à la barre des 1000 buts, où actuellement il a 910 buts, Cristiano Ronaldo, sur Instant Foot, ils ont posé une question très simple. Pour vous, est-ce que Ronaldo atteindra avant la fin de sa carrière la barre des 1000 buts? Sur 3000 votants, 71% mais oui, qui va marquer ses 90 buts qui lui manquent là sur les 2 prochaines années. Parce que s'il a dit qu'il arrêtait dans 2 ans, donc voilà. Concernant CR7 et Cristiano aussi, donc il a dit ma prochaine vidéo, on va casser en gros internet, parce que vous savez que maintenant il est youtubeur, Cristiano Ronaldo, il a ouvert sa chaîne YouTube. Ouais, il a dit mon prochain invité va casser internet. Voilà, en gros il dit que ça va être quelque chose de fou. Ferdinand lui dit c'est une personne connue, du coup la personne qui va être avec toi, il a dit oui c'est plus que toi, oui c'est énorme mon frère, celui qui va être avec lui. Et il y a des rumeurs, tout fut bien sûr, et que ça serait MrBeast, donc c'est en gros le youtubeur le plus suivi au monde, un youtubeur américain qui a au moins 250 millions de followers, et en gros les deux vont faire une vidéo ensemble, parce que là ça a été flouté les visages, mais on peut voir MrBeast à côté de Cristiano Ronaldo, c'est peut-être le fils de CR7 là au milieu, enfin je sais pas, mais on reconnaît bien sûr Cristiano Ronaldo avec MrBeast. Voilà, ça devrait être lui l'invité surprise. Les deux devraient faire une vidéo qui sortira très prochainement. Et tiens, on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire en ce lundi 18 novembre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain mardi, encore des choses à dire sur cette trêve internationale. Demain c'est le dernier jour de la trêve. Puis après, dès mercredi les gars, on passera maintenant après sur les clubs. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.